réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Alors, on se dirige maintenant à Atlanta, en Georgie, et là-bas, travaille le docteur Julien Cavanagh, qui est professeur assistant de neurologie. Il est spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes à l'université Emory. Vous l'entendez régulièrement sur nos ondes. Il parle souvent de dossiers médicaux, mais également, il est un fin analyste de la politique américaine. Et aujourd'hui, ces deux centres de intérêt se rejoignent dans le sujet du jour. Le docteur Cavanagh, bonjour. Bonjour. Docteur Cavanagh, vous signez un texte dans la presse qui a été mis en ligne il y a une heure ou deux maintenant, sur les dangers que représente Robert Kennedy Jr., qui est un partisan de Donald Trump et qui pourrait devenir le ministre de la Santé dans un éventuel gouvernement Donald Trump. C'est terrifiant parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la santé, si ce n'est tout un ensemble de théories du complot qui sont tout aussi farfelues les unes que les autres. Mais le problème, c'est que le secrétaire à la santé ou le ministre de la Santé, comme on dit dans d'autres endroits, a un pouvoir extraordinaire sur tout un tas d'agences qui mettent en musique la politique de santé publique américaine. Et donc je pense effectivement au Centre de contrôle des maladies qui a donné le ton sur toutes les recommandations de santé publique contre la Covid, par exemple, mais aussi sur la lutte contre le VIH, sur la lutte contre l'obésité, sur tout un tas d'autres problèmes de santé publique. La FDA, l'agence qui autorise la mise sur le marché des médicaments et des vaccins, et puis tout un tas d'autres agences de santé publique, mais aussi de protection des travailleurs, etc. Et donc si ce gars-là, si RFK Jr. prenait la main sur ces agences-là, on imagine le désastre que ça pourrait causer en termes de réorientation de la politique de santé publique américaine et des dommages que ça causerait sur la population. Bon, il a fait beaucoup parler de lui au cours des derniers jours, Robert Kennedy Jr., en parlant du fluor dans l'eau. Alors, rappelez-nous quel est l'enjeu auquel il faisait allusion. C'est pas très compliqué. Il y a du fluor dans l'eau courante de tous les pays développés parce qu'on sait très bien que ça réduit le taux de carie dentaire, en particulier chez les enfants. Évidemment, il faut qu'il y ait un taux qui soit adapté pour avoir cet effet préventif sur la santé bucco-dentaire des personnes. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que c'est effectivement toxique. Eh bien, il y a évidemment des théories du complot disant que le fluor cause tout un tas de maladies inflammatoires, rendrait les enfants transsexuels et puis quoi encore. Et donc, Robert Kennedy dit il faut supprimer le fluor des réseaux d'eau potable aux États-Unis. Et Donald Trump dit ça me paraît OK. Effectivement, si je suis élu, on le laissera faire ça. Oui, parce qu'il dit essentiellement, Donald Trump, à propos de Robert Kennedy, sur le plan de la santé, et là je paraphrase un peu, mais ça ressemble à ça, je vais le lâcher lousse. Il pourra faire ce qu'il veut. Si vous voulez, moi j'ai l'impression que Donald Trump a fait un deal, c'est le roi des deals, Donald Trump. Donc il a fait un deal pour que RFK retire sa candidature, mais quelque part, beaucoup plus que Donald Trump, Robert Kennedy Jr., c'est un peu un idéologue qui a toutes ses convictions très très mal placées sur la santé, toutes ses théories du complot, et qui est là vraiment avec un agenda conspirationniste très très clair, et donc qui a quelque part vendu sa candidature et le retrait de sa candidature en le soumettant à cette prise du pouvoir du système de santé. Et Donald Trump, tous ces problèmes, toutes ces questions de santé publique lui passent au-dessus. Vous savez bien, c'est l'homme qui nous a dit qu'il fallait injecter de l'eau de Javel dans les veines des patients qui avaient la Covid, parce que peut-être ça pourrait les soigner. Donc vous voyez le niveau scientifique de l'homme qui ne se rend absolument pas compte des conséquences que l'influence de RFK Jr. pourrait avoir sur l'ensemble de ce système de santé. Ou tout simplement qu'il n'en a rien à faire parce que ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Je ne sais pas lequel de ces deux possibilités est la pire, mais la conséquence reste la même. Bon, Robert F. Kennedy Jr. a mené des combats contre les vaccins. Il est profondément anti-vaccin. Mais parfois, on va dire, mais contre le vaccin de la COVID, il n'est pas le seul. Mais ça va bien plus loin que ça, Dr. Cavanagh.
Ben oui, parce que ça fait des années qu'il raconte que un certain nombre de vaccins sont dangereux. Plus vous allez dans les podcasts les plus confidentiels, les plus conspirationnistes, plus vous voyez son vrai visage en réalité, où il raconte dans certaines réunions, dans certains podcasts qui sont visibles par tous, mais avec une audience plus petite, que dès qu'il voit des parents avec un jeune bébé, il leur dit surtout ne vaccinez pas votre enfant. Donc il utilise son influence comme ça. C'est quelqu'un qui aux îles Samoa est allé militer pour réduire les taux de vaccination, ce qui a coûté la vie à de nombreux enfants, et le tout en s'appuyant sur des études qui ont été démontrées comme étant fausses scientifiquement, et je pense en particulier aux études du fameux professeur, de l'ancien professeur Wakefield au Royaume-Uni, qui a depuis été déchu de sa licence médicale et qui avait truqué des études dans lesquelles il annonçait qu'il y avait un lien entre le vaccin rougeole, rubéole, oreillon et l'autisme, ce qui est faux. Ça a été redémontré, mais malgré toutes ces corrections, malgré le fait que les auteurs de ces études aient été quelque part démis de leur fonction, Robert Kennedy continue de citer ces études pour essayer d'influencer les jeunes parents à ne pas vacciner leurs enfants. Et donc, s'il prenait le pouvoir sur la FDA et le CDC, par exemple, eh bien, ça pourrait vouloir dire peut-être que ces programmes de vaccination, que le soutien du gouvernement fédéral à des programmes de vaccination, que la recommandation et les obligations vaccinales qui existent aux États-Unis pourraient peut-être tomber, ce qui impliquerait une recrudescence de la circulation de ces maladies infectieuses qui, dans un très grand nombre de cas, sont tout à fait bénignes, mais qui peuvent avoir des conséquences absolument désastreuses, voire fatales sur les enfants et parfois même sur les adultes. Bon, docteur Kavanagh, vous êtes à Atlanta, en Géorgie. Quelle est l'ambiance aujourd'hui en Géorgie? Alors, il y a un mélange d'excitation, d'enthousiasme qui est mêlé avec une très grande nervosité et une anxiété. Vous savez, Atlanta, c'est une ville qui est très, très démocrate dans un État qui est traditionnellement plus républicain. Donc, on est un peu dans cet îlot de démocrates, au milieu de cette mer républicaine. Donc, si vous allez d'ailleurs dans Atlanta, vous voyez devant tous les pavillons, les petits panneaux votez Harris. Ce matin, sur le chemin du travail, il y avait des gens dans la rue qui chantaient, il y en avait d'autres qui klaxonnaient pour marquer leur soutien. Et puis, voilà, on vote en ce moment, mais on a surtout beaucoup voté parce que sur les 7,25 millions d'inscrits, il y en a déjà 4 millions qui ont voté entre le 15 octobre et le 1er novembre. Donc, on attend les résultats avec impatience, mais aussi beaucoup d'anxiété. Oui, voilà. Et les bureaux de vote en Géorgie, je tiens à le préciser, ferment à 19h ce soir. Et donc, il pourrait avoir des résultats assez rapidement, surtout si le résultat est moins serré dans un sens ou dans l'autre qu'en 2020. Oui, parce que un des obstacles à la publication des résultats, ce sont ces fameux bulletins de vote par correspondance. Et depuis 2020, maintenant, la Géorgie peut commencer à les dépouiller avant le jour de l'élection. C'est-à-dire que, vous savez, ils sont quand même très sécurisés. Donc, on met son bulletin dans une enveloppe anonymisée, puis cette enveloppe anonymisée dans une enveloppe où il y a les coordonnées de l'électeur pour le faire émarger sur la liste. Puis enfin, il faut la mettre dans l'enveloppe qu'on envoie par la poste. Donc, défaire toutes ces enveloppes, ça prend du temps, et ça, les travailleurs des bureaux de vote ont commencé à le faire, et à partir de cet après-midi de 17h, ils vont commencer à compter les bulletins. Donc ça va faire gagner beaucoup de temps, et puis aussi, tous ces bulletins de vote qui ont été collectés pendant cette période de 15 jours de vote anticipé, là aussi, ils ont commencé à les analyser, à les dépouiller. Donc on devrait, dans la soirée, commencer à avoir des premiers résultats. Et je tiens à dire quand même que quand on va voter en Géorgie, comme je l'ai fait il y a maintenant presque 10 jours par anticipation, on a quand même un sentiment que c'est sérieux, que le vote est bien organisé, les pièces d'identité sont vérifiées, analysées d'ailleurs avec un iPad. Le bulletin de vote, même si on utilise une machine à voter avec un écran tactile, le bulletin de vote est imprimé, donc l'électeur peut vérifier que c'est bien ce qu'il a choisi qui s'est imprimé. Mais il y a aussi un QR code qui permet à l'urne électronique de faire le décompte très rapidement. Donc on est quand même sur un système de vote qui est très bien organisé et qui est très sécurisé. Donc, il sera très difficile à contester pour un candidat éventuellement malheureux. Docteur Kavanagh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée électorale. Dr Julia Kavanagh est professeur assistant spécialisé dans les maladies infectieuses à l'Université Emory d'Atlanta. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est maintenant le moment de la chronique hebdomadaire de Katia Gagnon de La Presse. Salut Katia. Salut Philippe. Alors bien sûr, tu rebondis sur l'élection de ce soir. Ben écoute, c'est vraiment, on est dans la même veine que cette entrevue que tu viens de faire avec le docteur Kavanaugh, qui montrait très bien d'ailleurs à quel point l'élection de Donald Trump serait une onde de choc dans de multiples secteurs de la société américaine. Il parlait de Robert Kennedy Jr., mais il y a également Elon Musk là, qui serait nommé ministre de l'efficience de l'État, donc qui serait chargé... Il sera là pour couper. Exactement, comme sa mère a dit en entrevue cette semaine, il ferait comme il a fait à Twitter, c'est-à-dire couper un grand nombre de gens qui, selon lui, ne font rien. Et évidemment, il y aurait une conséquence importante à l'élection de cet homme-là sur les droits des femmes. Parce que il est clair que M. Trump, malgré que il y a quelques semaines, il a fait un discours qui était d'un paternalisme absolument sidérant, où il disait qu'il serait le protecteur des femmes. Bon, évidemment, toute personne sensée ne peut que dire que ça n'a aucun sens. C'est un homme qui a été accusé à je me souviens plus combien de reprises d'agressions sexuelles. Il a réduit les droits des femmes dans son premier mandat en nommant des juges très conservateurs à la Cour suprême qui ont renversé l'arrêt Roe versus Wade qui, garantissait le droit à l'avortement à l'échelle des États-Unis. Et c'est certain qu'il continuerait son œuvre en la matière puisque M. Trump est soutenu fermement par une droite fondamentaliste chrétienne qui le soutient pour ça, pour ses positions sur l'avortement. Et il y a présentement, là, Philippe, aux États-Unis, des histoires d'horreur là, de femmes qui font des fausses couches ou dont la vie est mise en danger par un problème durant leur grossesse, qui sont incapables là, de trouver un médecin pour faire un avortement parce que les médecins ont peur de se faire poursuivre en justice et de se faire condamner à la prison pour avoir procédé à une procédure médicale qui est indiquée là, pour ces personnes-là. Là. C'est pas un caprice, là, c'est vraiment... Pour sauver leur vie. Exactement. Donc, Amnesty International a colligé certaines de ces histoires dans un rapport qui vraiment fait froid dans le dos, Philippe. Donc, il donne l'exemple, par exemple, d'une femme latino-américaine qui vit au Texas. Donc, au Texas, il n'y a aucun avortement permis après 6 semaines sous aucune considération. Elle est enceinte de jumeaux et elle apprend à 12 semaines de grossesse que l'un des jumeaux souffre d'un problème mortel in utero qui peut menacer la vie de l'autre jumeau et sa propre vie à elle aussi, by the way. Donc, elle a été obligée de sortir de son état pour sauver le fœtus viable. Elle dit « C'est l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Elle a été rendue encore bien pire à cause de ces lois illogiques et dangereuses. Je ne saurais mieux dire. » J'ajoute aussi, Philippe, on a vu pendant cette campagne la vision du colistier de M. Trump, J.D. Vance, la vision qu'il avait des femmes. Donc, des femmes qui n'ont pas d'enfants, pour lui, ne semblent pas avoir de valeur. Il les a, condamnées à de multiples reprises. Les femmes à chat sans enfants. Les childless cat ladies. Exact. Donc, c'était quelque chose que, vraiment, c'est donc inutile à la société, ces femmes-là qui ne font pas d'enfants. Mais curieusement, Philippe, on se dit, voilà quelqu'un pour qui la famille est extrêmement importante et les enfants sont très importants. Donc, il va être, par exemple, en faveur d'un réseau national de garderies pour soutenir les dites femmes qui ont des enfants. Ben non! Alors, M. Vance est contre les garderies publiques et on devine bien qui, dans le couple, selon lui, doit rester à la maison pour élever les enfants. C'est certainement pas monsieur. Hein? Donc, ça, c'est l'image qu'on a de la femme. Là, c'est toute la mouvance, là, femme à la maison qui prend soin des enfants. Je veux dire, c'est un choix de vie qui est tout à fait légitime, mais on ne doit pas être obligé de se conformer à ça. Évidemment, chacun doit être libre de mener sa vie comme elle l'entend. Puis, ces élections-là, Philippe, surviennent dans le plus... C'est quand même... les États-Unis, c'est une force majeure dans le monde. Surviennent donc alors que les droits des femmes dans le monde, à certains endroits, là, sont inexistants ou en péril. Mentionnons simplement, évidemment, l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est des théocraties comme l'Iran ou l'Afghanistan qui ont poussé la misogynie à l'extrême, là.
Et prenons un instant pour saluer le courage de cette femme, Aou Dariae, qui est une étudiante de l'Université des sciences à Téhéran. Qu'on arrêtait donc pour avoir mal, c'est parce que son hijab était mal positionné. Alors, elle s'est dévêtue, disant « Hey, moi, là, ça fera, tout ça, là. » Cette image-là d'elle en sous-vêtements, assise, va devenir aussi iconique, à mon avis, que celle de l'étudiant devant un char de la place Tiananmen en Chine. Un char d'assaut, bien sûr. Exactement. Donc, rappelons juste quelques chiffres, Philippe. 30% des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime dans le monde. Pas juste en Afghanistan. Regardons le procès de Mazan en France. 200 millions de femmes victimes de mutilations génitales. 32 millions de filles déscolarisées de l'école primaire. Soit 650 millions de femmes mariées avant leurs 18 ans. 22 000 meurent chaque année des suites d'avortements artisanaux, dont aux États-Unis. Bref, on a du chemin à faire. Puis c'est pas Donald Trump qui va nous aider à le parcourir s'il est élu. Merci beaucoup, Cathy. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Catherine, on en a parlé avec Meeker hier, cette pub de McDonald's qui met en vedette Simon-Olivier Fecteau et Yourav Slavkovski. Oui, on reprend le concept de En audition avec Simon. On va d'ailleurs vous en faire écouter un extrait. OK, pour le rôle de Yourav Slavkovski dans la pub de Poutine Barbecue fumé dans 3, 2, 1. C'est moi, Yourav Slavkovski. C'est lui, le mec joueur, cette année. Pourquoi tu lui passes en audition? Je sais-tu, moi, c'est qui le meilleur acteur pour le rôle? Claude Legault m'a fait un super bon Yourav à matin. C'est moi, Yourav. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même crédible. Mm-hmm. Hey, ça va être super bon, cette pub-là. La nouvelle Poutine Barbecue. Oui, et puis c'est une de 5 extraits. En fait, il y a 5 publicités. Et pour nous en parler, Simon-Olivier Fecteau est avec nous. Bonjour, Simon-Olivier. Oui, bonjour. Dis-moi, comment on t'a approché pour que, première des choses, tu reprennes ce concept de web télévision qui était en audition avec Simon et pour intégrer Yourav Slavkovski dans la pub? Écoute, on m'a approché, je pense, en juillet. C'est l'agence de pub Cossette qui m'a approché. Et puis, il y avait cette idée-là, en fait, de ramener en audition avec Simon. Je ne sais pas comment ils ont eu l'idée. Je pense que c'est Marc-André Vigneault qui a pensé à ça, je crois, puis son équipe. Et puis, regarde, ils m'ont dit ça, genre, en audition avec Simon, ah ouais. Puis là, j'ai dit, Yourav Slavkovski, ah ouais. Fait que j'ai dit. Est-ce que tu es fan de hockey? Est-ce que tu es fan de Yourav? Écoute, la vérité, c'est que je suis pas le plus grand fan de hockey en général. C'est sûr que je suis Montréalais, je suis Québécois, je connais quand même le hockey. Mais disons que mon père était vraiment content que je fasse ce peu-là. Ah ouais, hein? Meeker a une question pour toi. Simon, tout le monde le sait, tu réalises le Bye-Bye, t'es un bon réalisateur au Québec, mais il y a peu de gens qui savent que tu as une carrière en publicité qui est assez importante. Ça représente quoi dans ta carrière, ta grande carrière, cette publicité-là? C'est le fun, parce que c'est rare. En fait, je sais même pas fait en publicité, ça arrive, mais j'ai eu la chance de réaliser puis jouer dans cette publicité-là. Et ça, c'est vraiment pas commun. Tu sais, moi, chaque année, je tourne peut-être 2 pubs là, à titre de réalisateur. Environ. J'avais fait les plaisirs gastronomiques à l'époque. J'ai fait des Intact Assurances. J'ai fait toutes sortes de pubs que les gens ont vues, mais c'est pas publicisé, là. C'est pas quelque chose que je signe. On dit pas c'est du Simon-Olivier Fecteau, là. Non, c'est ça, exactement, là. Mais là, dans ce cas-ci, on dirait que tout fitait ensemble, là. Fait que non, c'était vraiment le fun comme processus. Simon-Olivier, moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans les pubs, c'est le sens de l'autodérision, notamment du Canadien qui accepte là, de prêter son joueur à cet exercice-là, puis McDonald's qui est un partenaire commercial du Canadien. Notamment cette référence, là, quand tu dis, il y a sa poutine, puis tu lui dis, brandis-le comme si c'était la coupe, puis tu dis, on se croirait presque en 1993. Parce que, oui, c'est très drôle. Moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. C'est vrai qu'il a éclaté de rire, hein? Je suis témoin. Mais d'un autre côté, ça rappelle à tout le monde que le Canadien n'a pas gagné de coupe depuis plus de 30 ans. C'est vrai, j'avoue. Mais on dirait que on dirait que là, ce qui est en ondes, c'est comme les versions soft, parce qu'on avait des jokes vraiment plus edgy. Ah ouais, comme quoi? On avait des genres de... On avait des trucs sur
il me semble que tu viens de Transylvanie, en Slovaquie. Ah oui, je connais quelqu'un là-bas, tu connais-tu Jean? Ou des affaires même légèrement racistes, mais pas raciste méchant, là, mais un peu malhabile, disons. Raciste dans le malhabile. Fait qu'on avait plusieurs jokes, mais finalement, au cours du processus, ça s'est un peu effacé. Mais je trouve ça le fun, moi, quand les personnalités publiques ont de l'autodérision. On dirait rien qui est plus fort que l'autodérision. Je trouve que c'est un outil extrêmement puissant pour gagner la sympathie des gens. Lui, il était comment sur le plateau de tournage? Est-ce qu'il comprenait pas mal tout ce qui se passait? Évidemment, il n'a pas vu c'est quoi en audition avec Simon, mais il comprenait-tu le concept? Puis il avait quelle attitude avec toi et Étienne de Pastillier, qui est toujours ton collègue qu'on voit en audition avec Simon? Tout à fait. Écoute, il était super gentil, Uri. Puis c'est un gars... il n'est pas vieux, il a 20 ans, genre 21, 21. Ouais. Vous devez savoir plus que moi. 20 ans. 20 ans, puis c'est un gars brillant. C'est pas juste un joueur, c'est pas juste un joueur de hockey. C'est pas que les joueurs de hockey sont pas brillants, mais disons que c'est pas, la seule force, c'est pas juste les sports, là. Fait qu'il catchait, il comprenait vraiment vite les indications, même s'il parlait pas la langue, on communiquait en anglais, mais il avait appris ses répliques en français. Mais il comprenait le niveau d'humour, il comprenait le jeu. Je dis souvent, les sportifs, c'est pas des acteurs nés tout le temps, là. Puis lui, rapidement, moi, je trouve que son jeu de comédien est quand même très bon, surtout considérant que c'est pas ça son métier du tout, là. Non, j'ai trouvé extrêmement ouvert, gentil, puis que du positif à dire de Uri. Tu parlais de blagues un petit peu plus salées que vous avez un peu édulcorées au travers du processus. À quel point l'équipe de communication du Canadien de Montréal était impliquée dans le processus? Est-ce que c'était avec eux ou surtout avec le client McDo que vous deviez faire ces tractations-là? C'est surtout avec McDo. Écoute, je sais pas le cœur de l'entente qu'ils ont ensemble, mais c'est avec McDo que ça se passait, nous. C'est pas avec le Canadien. J'imagine que le Canadien, ils ont une entente avec McDo. Je sais pas. Écoute, aucune idée comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mais nous, tout était entre l'agence, le client et nous-mêmes. Tu sais. Moi, je travaille avec Soma Productions aussi, qui avait leur mot à dire aussi sur tout ça. Là. Fait que un peu tous ces gens-là mélangés ensemble. Bien, merci, Simon Olivier. Je sais que c'est une journée importante pour vous parce que ta douce moitié est américaine. Fait que j'imagine que ce soir, vous allez être arrivé devant le téléviseur. Oui, complètement. Oui, vraiment. Là. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Bien, moi, là, je pense que ce que je retiens le plus en ce moment dans cette élection-là, c'est à quel point les États-Unis sont divisés. Puis j'ai hâte que ce soit passé l'élection. Puis juste pour que les gens recommencent un peu à reconstruire, parce que c'est extrêmement tendu, le climat. Et puis, c'est dommage parce que je pense qu'il y a un candidat qui divise plus que l'autre. Mais tu sais, même ça divise juste de dire ça. Mais peu importe qui gagne, j'espère juste qu'il va y avoir un mouvement de « Hey, on se rapproche, là, tout le monde. Là, on a comme pris décision, puis on continue comme pays. » Puis je pense que c'est surtout cette division-là qui est lourde un peu en ce moment. Merci beaucoup, Simon Olivier. Hey, merci à vous. Puis bonne soirée électorale. Puis Simon Olivier, là, tu sais que Catherine t'a demandé que si tu allais l'écouter à la télévision, mais si tu es en ta voiture, je te signale que nous avons une émission spéciale sur l'ensemble du réseau Cogeco. C'est à 22h après le match de hockey avec Valérie Beaudoin et moi-même. Okay. Savez-vous quoi? Que je suis en voiture puis je suis à Montréal. Fait que ça se peut très bien qu'à 10h, je sois Bon, ben excellent. Auditeur, Philippe. Merci beaucoup, Simon Olivier. Salut. Merci. Bye, merci. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est parti avec Philippe Léger et Jérémy Guillot. Et bien sûr, on revient sur la campagne électorale, sur les perspectives à la suite du vote de ce soir. Mais on va commencer par analyser les dernières semaines. Et la première question que je vais vous poser, parce qu'on va procéder d'une façon un peu différente ce soir, là, on va aborder plusieurs sujets en rafale. Je vous invite d'ailleurs, vous tous qui nous écoutez, vous pouvez participer à la discussion dans notre messagerie texte 98985. Alors, Jérémy, Philippe, rebonjour. Bonjour, bonjour. Je commence avec toi, Philippe. Qui a fait la plus belle campagne? Je dirais Kamala Harris avec un gros mais. Elle a fait son entrée dans sa campagne avec beaucoup d'énergie, qui était complètement contraire à Joe Biden. Elle a fait des débats exceptionnels. Elle a réussi, je crois, en début de campagne, à piquer des concepts politiques qui appartenaient aux républicains, que ce soit la liberté, que ce soit le patriotisme. Je trouvais que c'était très, très bien fait. Ceci étant dit, ça aurait pu être mieux pour Kamala Harris comme campagne électorale. D'abord, moi, je crois que sa relation
avec les médias. C'est pas la même chose que Trump, mais Kamala Harris a refusé de faire des conférences de presse tout au long de la campagne. Elle n'a pas fait beaucoup d'entrevues, que ce soit dans des balados, contrairement à Donald Trump, ou que ce soit dans les médias traditionnels. Moi, je pense qu'elle aurait dû faire ce type d'entrevue-là pour parler de son programme, pour parler de ses idées en début de campagne électorale. Elle ne l'a pas fait. Moi, je pense qu'il y a un autre facteur aussi qu'on sous-estime. La présence incessante de vedettes d'Hollywood près de la campagne démocrate. Je ne suis pas sûr que ça les sert tant que ça d'avoir toutes ces vedettes-là qui, à chaque rassemblement, je trouve que ça renforce le narratif que Donald Trump essaie d'imposer, une certaine condescendance des élites envers le peuple américain. Mais je dirais que Kamala Harris, d'abord et avant tout parce que la campagne de Trump a été une catastrophe. Donald Trump avait tout pour remporter cette campagne-là électorale. Bon, la tentative d'assassinat, qui le lendemain, moi je m'en souviens, j'étais en ondes ici la fin de semaine, le lendemain de cette tentative d'assassinat-là, c'était un samedi soir, je veux dire, le momentum, la photo qui est sortie de ça, il y avait une énergie dans l'équipe avec Trump. son fameux fight. Ça va marquer l'histoire, effectivement. D'abord aussi, la perception de l'économie qui va très, très mal aux États-Unis, même si les chiffres sont plus, disons, nuancés que ça. Donc, Donald Trump avait tous les éléments pour réussir, mais il était tellement pris avec un désir de vengeance, une volonté d'être toujours en rupture vis-à-vis du système, qu'il s'est lui-même mis en position que ce soit serré aujourd'hui, parce qu'il aurait pu voguer tranquillement vers la victoire s'il avait mené une campagne, disons, normal à la Trump. N'oublions pas qu'il y a aussi des intérêts personnels. Donald Trump, dans cette campagne-là, c'est soit la Maison-Blanche ou la prison, probablement, pour lui, dont des procès l'attendent. Pour moi, je vais enlever le « mais » à la réponse de Philippe et je vais dire Kamala Harris pour deux raisons bien simples. D'abord, l'organisation électorale des démocrates, elle est impeccable. On parle là de presque 2000 portes la minute dans les derniers jours. On parle de 805 000 portes dans la campagne, pendant que les républicains ont démantelé leurs institutions à l'interne pour les donner à des entreprises privées. On sous-traite la sortie de vote, on donne ça à des gens qui ne sont pas habitués de faire de la politique. Je suis désolé, mais Twitter ne contribue pas, ou X, pardon, ne contribue pas à faire sortir le vote. La deuxième chose, et là, c'est là que je m'inscris en faux avec Philippe, moi, je trouve que la vague d'appui que Kamala Harris a réussi à aller chercher, une Taylor Swift, ça ne va pas faire sortir le vote, mais ça va faire en sorte qu'un jeune ou une jeune qui n'a jamais voté de sa vie va googler le nom de Kamala Harris et va peut-être être intéressé à la campagne électorale. Et quand on ajoute à ça, ajoutons aux célébrités, la vague de républicains qui se sont prononcés pour Kamala Harris, pas certain qu'il y a 10 ans, on aurait pu rêver un jour voir la famille Cheney appuyer les démocrates ou un Arnold Schwarzenegger dire que Kamala Harris est la bonne personne pour gouverner. C'est pas peu dire, là. L'ancien vice-président de Donald Trump ne l'appuie pas aujourd'hui. Pour moi, ces deux éléments-là, ajoutons à ça que Donald Trump, je ne suis pas capable de nommer un seul bon coup et j'essaie d'en trouver. Le meilleur coup, malheureusement pour lui, c'est cette photo où il a le poing en l'air et c'est un événement extrêmement violent. Moi, j'ajouterais à tout ça l'argent qu'elle a récolté aussi là, de façon tellement rapide dès que sa candidature est devenue officielle, pas loin de 100 millions le premier week-end ou les premières journées et au-delà d'1 milliard de dollars. Là, qui aurait pensé qu'une candidate démocrate pourrait obtenir autant d'argent? Ces chiffres n'étaient pas au rendez-vous en juin. C'est pour ça que Joe Biden s'est accroché aussi longtemps, parce que le camp démocrate n'avait pas nécessairement confiance en Kamala Harris. Certainement que s'il y avait eu une course en bonne et due forme, ce ne serait peut-être pas elle en ce moment, mais là, elle joue les cartes qu'elle a entre les mains et je trouve, franchement, qu'elle s'approche d'un sans faute. OK. Est-ce que c'est la campagne la plus violente de l'histoire moderne? On le sait, là, il y a eu 2 tentatives d'assassinat sur Donald Trump et beaucoup d'accusations qui ont été lancées de part et d'autre. C'est sûr que c'est la campagne la plus violente, là, pour les raisons que tu viens de dire, mais ce n'est pas nécessairement la campagne la plus violente. C'est le candidat le plus violent dans une campagne moderne avec Donald Trump. Et quand je vous disais que le Donald Trump de 2016, c'est pas le même Donald Trump que 2024. Le Donald Trump de 2016 était motivé par un désir de défaire et d'affronter l'establishment américain à Washington. C'était central à son discours. Le Trump de 2024, là, c'est un Trump qui est plus agressif, qui a une rhétorique plus violente, qui a des sous-entendus fascistes. Quand on parle de vermine, là, je veux dire, le mot vermine, quand il parlait d'immigrants, par exemple, Donald Trump, et d'ennemis intérieurs, ça vient directement des discours d'Hitler. Il faut le dire. Il faut être capable de faire ce parallèle-là lorsqu'il vient. Des fois, il peut être exagéré, il peut être utilisé politiquement par des gens, ce parallèle-là, mais ceci étant dit, ça existe pareil. Mais oui, pour moi, le Trump de 2024, il est plus dangereux, il est plus violent, et surtout ce que Jérémy vient de dire, le fait qu'il n'a plus rien à perdre aujourd'hui, Donald Trump, parce que s'il perd, c'est la prison qui le guette.
Moi, je trouve ça hyper inquiétant pour la suite. Et peut-être qu'on commence à voir les débuts de violence. Peut-être que c'était la campagne la plus violente et peut-être qu'on va vivre l'après-campagne la plus violente. Oui, il aura tout intérêt, si jamais le résultat est serré, d'envenimer la situation. Je pars mon compteur à 1968, moi. Ouais. Parce que faut pas Avec oublier l'assassinat de Robert Kennedy. C'est ça. Il y a eu des époques dans l'histoire américaine qui ont été plus violentes que celles qu'on a en ce moment, qui est relativement calme, même si Donald Trump est particulièrement incendiaire quand on imagine que sa foule, des fois, scande le fait qu'on doit, et là, je mets entre guillemets, pendre Kamala Harris et les opposants républicains à Donald Trump. Je pense qu'on est au summum de ce qu'on peut voir. Mais 1968, l'assassinat de Kennedy, la campagne des droits civiques, il y a eu des époques où ça l'a brassé beaucoup. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir, est-ce qu'on va retourner en arrière si on continue dans une politique polarisée comme celle-là? Mais c'était pas motivé par le candidat d'un des deux partis. Celui qui a tué Kennedy en 68, je veux dire, il n'y avait pas derrière ça... c'était pas une campagne violente derrière ça. C'était un loup solitaire qui a décidé de tuer Kennedy, mais il n'y avait pas... C'était quand même une période violente dans l'histoire politique américaine. Le Martin Luther King aussi qui a été assassiné. Le candidat républicain ou démocrate, à ce moment-là, n'était pas motivé par une rhétorique violente. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez la subtilité entre les deux? Il n'encourageait pas, du moins, d'inciter à, quand on pense à ce qu'il a dit par rapport à Mme Cheney, notamment à dire d'aller vivre l'expérience d'être derrière 9 canons de fusil quand on a un candidat. Si on pensait avoir ça au Canada, ça serait impensable. On serait ici à en parler pendant des semaines et des semaines. Mais les calomnies qui sortent de Donald Trump sont toujours un peu plus grosses que la dernière, donc on commence à on les banalise un peu, oui, tout à fait. OK, est-ce que le choix du candidat à la vice-présidence est important. Alors, on le sait, Donald Trump a choisi J.D. Vance, Kamala Harris a choisi Tim Walz. Est-ce que c'était important, ces choix-là? Peut-être qu'il a choisi Elon Musk aussi. On ne sait pas. Mais il a l'air d'emmener pas mal large dans la campagne. On va avoir la réponse, surtout du côté démocrate, je pense, parce que Donald Trump éclipse tout le monde. On ne peut pas le comparer aux autres. Donc, le choix, pour moi, de Donald Trump est un peu non pertinent, mais le choix des démocrates va avoir un impact très certainement dans la prochaine heure, dans les prochaines heures, les prochains jours. Positif ou négatif? Bien, c'est ça qu'on va voir. Parce que si les démocrates échappent à Pennsylvanie, par exemple, ils vont peut-être se mordre les doigts de ne pas avoir choisi le gouverneur de la Pennsylvanie. Et à l'inverse, si jamais les démocrates réussissent à faire des percées au Nevada, en Caroline du Nord, en Georgie, eh bien là, le choix de Tim Walz, coach Walz, un peu plus terre-à-terre qu'un autre avocat, va avoir permis aux démocrates d'aller sécuriser des États clés. Et j'ajouterai à ça que Tim Walz a probablement été choisi aussi pour cette énergie, le contraste avec la campagne de Donald Trump et de Kamala Harris. Donc, certainement, ça a un impact. Et dans la campagne démocrate, ça a eu un bien plus grand impact que dans la campagne républicaine. Pour moi, non. C'est un référendum sur Trump ce soir. Les Américains votent contre ou pour Donald Trump ce soir. Pour moi, c'est ça la question de l'urne ce soir. Et même, en même temps, sur les idées de Kamala Harris, on a de la misère à voir c'est quoi véritablement aussi les idées de Kamala Harris. C'est pour ça que moi, je crois que le choix de vice-président n'a pas véritablement d'impact ce soir. La véritable variable, c'est est-ce que les Américains veulent un autre 4 ans de Donald Trump? Mais les Américains qui voulaient se pincer le nez, qui n'étaient pas prêts à voter pour Kamala Harris, là, ils sont peut-être prêts à voter pour Tim Walz parce qu'il leur ressemble un peu plus, parce qu'il va les chercher. Fait, moi, je pense que la campagne démocrate a réussi à aller chercher des indécis. Puis quand on a une situation où on est à 48-48, 47-48, mais ça, ces indécis-là, cette petite marge de quelques milliers de votes peut faire basculer la balle. Dans l'urne, là, quand l'Américain va être dans l'urne, là, la question qu'il va avoir devant lui, là, c'est Donald J. Trump ou Kamala Harris. Et la question qu'il aura en tête, c'est est-ce que je veux Donald Trump? C'est vrai, Philippe, mais d'un autre côté, moi, je rejoins Jérémy à propos de Josh Shapiro, qui est le gouverneur de la Pennsylvanie. Imaginons le scénario suivant ce soir. Là. Non, mais Kamala Harris, là, pour gagner l'élection, ça gagne 3 États clés, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. C'est dans la poche. Alors, imaginons que Trump remporte tous les autres, la Georgie, la Caroline du Nord, le Nevada et l'Arizona, que Kamala Harris gagne le Wisconsin et le Michigan et qu'elle perd la Pennsylvanie et la Maison-Blanche perd 10 000 votes, par exemple. Et là, tu te dis, coudonc, s'ils avaient pris Josh Shapiro, qui est très, très populaire comme gouverneur de cet État-là, moi, ça aurait pu changer les choses. Ça aurait pu changer. Tu sais, on le sait pas. On va le savoir. On en reparlera demain. C'est ça, on en parlera demain si ceci arrive. Mais si ceci arrive, je vais vous concéder
le point que ça a pu avoir un impact. Ça s'est dit, moi, je suis persuadé que partout aux États-Unis, la vraie question, c'est Donald Trump, plus que n'importe quoi, plus que l'économie, plus que l'immigration, plus que la vice-présidence. Moi, je pense que c'est l'élément central. Mais pour les Américains, là, puis je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vraiment important d'avoir confiance dans ton gouvernement. Puis il y a des gens qui n'étaient pas capables de voter pour Kamala Harris, qui ne pouvaient pas s'imaginer voter pour Kamala Harris. Et pour le coach Walz, si il tourne le Nevada ou la Georgie, par exemple, c'est coach Walz qui va avoir fait la différence. Parce que puis les femmes... S'il faisait une différence en Iowa. Ça serait quand même incroyable. Vois-tu ça, si Kamala Harris gagnait l'Iowa ce soir, comme l'a annoncé la sondeuse Ann Selzer? Ce qui me permet de basculer sur les sondages. Philippe, tu connais ça, les sondages? Non. J'en connais trop. Est-ce qu'il y en a trop de sondages dans cette campagne électorale? Il y en a beaucoup de sondages. Bon, il faut dire qu'aux États-Unis, les sondeurs sont très partisans. Donc, il y a un biais beaucoup plus fort qu'au Canada, qu'au Québec sur les sondages. Est-ce qu'il y a trop de sondages? La réponse, sincèrement, c'est que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est dans une ère d'information où on reçoit toutes sortes d'infos à la minute, à la seconde. C'est impossible de tout savoir l'info. Puis j'ai l'impression que les sondages s'inscrivent dans ce plein d'informations-là. Mais moi, la question que je me pose, c'est, bon, si on dit qu'il y a trop de sondages, c'est quoi la solution? On régularise les sondages? On régule plutôt les sondages? Moi, les sondages demeurent le seul outil scientifique pour véritablement savoir ce qui se passe dans l'opinion publique. Et avec moins de sondages ou sans sondages dans une campagne électorale, ça laisserait la place à des gens comme Donald Trump de dire « Oh, voici la vérité ». Les sondages sont l'unique pièce à conviction scientifique qui peut exister pendant une campagne électorale. Sont anxiogènes, les sondages. Il y a ça, par exemple, oui. Mais c'est la campagne qui est anxiogène, c'est pas les sondages. Moi, je trouve qu'il y en a un peu trop en ce moment et je régulariserais, moi, les sondages pour, du moins, s'assurer qu'ils soient faits de manière non partisane. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit du côté républicain, on se fait inonder de sondages dont la méthodologie est douteuse, qui prédisent une victoire faramineuse de Donald Trump. On voit des plus 6, plus 7 points d'avance sur Kamala Harris, alors qu'on sait que la réalité est beaucoup plus serrée que ça. Et ça renforce le narratif de Donald Trump. Ils instrumentalisent les sondages pour faire en sorte que quand Donald Trump va commencer à perdre ou si Kamala Harris commence à gagner, bien là, le sondage, ils se sont fait voler. C'est impossible que les démocrates puissent gagner. Il est là le danger en ce moment avec la scène. C'est pas quelque chose qu'on a au Canada. Je mets un bémol ici. C'est quelque chose qui est très américain, cette partisanerie des sondeurs et de voir ce type de sondage-là instrumentalisé par les partis. OK, on termine avec une dernière question. Il faudra faire ça plus rapidement. Je vous laisse une trentaine de secondes à chacun. Quelle a été la plus grosse erreur de campagne de chacun des candidats? La plus grosse erreur, moi, je pense que le dernier rassemblement de Donald Trump au Madison Square Garden, où il y a eu, de la part d'un comédien, l'insulte du Porto Rico comme c'est une île à ordures, ça peut faire très, très mal pour le vote latino dans certains États, notamment en Pennsylvanie, notamment en Georgie, et s'il devait perdre par 10 000 votes, là, on revient toujours aux 10 000 votes. Au fameux 10 000 votes. Je veux dire, ça serait une erreur fondamentale. Et Donald Trump avait le momentum juste avant cet événement-là. Et c'est à partir de cet événement-là que Kamala Harris est allé chercher un peu d'énergie dans sa campagne électorale. Et pour Kamala Harris? La pire erreur pour Kamala Harris, moi, je pense que le fait qu'elle n'a pas réussi à aller chercher une nouvelle énergie après le débat présidentiel, même si ça avait été une réussite, je pense que ça a été son erreur. Jérémy? Kamala Harris, pour moi, si elle perd la Pennsylvanie, sa plus grande erreur va avoir été son choix de colistier. Et pour Donald Trump, sa plus grande erreur, pour moi, c'est Roe versus Wade. Quand il a fait ça dans son ancien mandat pour faire plaisir à sa base, il s'est aliéné les femmes qui, aujourd'hui, se retrouvent en position d'avoir les clés de la Maison-Blanche et surtout les clés de sa cellule en prison, si jamais il y Oh, c'est assez direct, ça.